Bonsoir à tous. La littérature russe regorge d'histoires qui méritent d'être racontées autour d'un feu de bois. Fantômes locaux, légendes slaves et multitudes de personnages légendaires connus des russophiles. Une grande partie de cette richesse culturelle provient des siècles de folklore, mais vous trouverez de temps en temps des nouvelles histoires effrayantes inspirées d'événements bien modernes. Nous parlons bien sûr de légendes urbaines. Étant donné que l'Union soviétique, en tant que superpuissance montante, a connu une urbanisation massive de son territoire, il n'est pas surprenant qu'une bonne frayeur ou deux se soit manifestée en cours de route. Nous avons rassemblé quelques-uns de ces exemples les plus intéressants, des histoires qui ne manqueront pas de vous réjouir ou de vous faire frémir. Vous l'aurez donc compris, nous parlons ce soir de creepypasta et de légendes urbaines russes dans ce JTR. Nous commencerons par les histoires du folklore au fil des siècles et nous continuerons par des histoires contemporaines. Les légendes urbaines russes dans l'histoire. Le boyard sans tête. Cette première légende est liée au créateur de Moscou, Youri Dolgorouki. D'après la légende, c'est en 1158, au cours de son voyage à travers les terres slaves en compagnie d'un sage grec, que Youri aurait aperçu dans la forêt un animal à 3 têtes et taché de blanc. Nous n'avons pas la description de la créature concrète, mais ce n'est pas ce qui nous intéresse. Youri était effrayé, mais le sage lui aurait dit de ne pas se faire de soucis. Voir cette chimère était un bon signe, qui signifiait qu'une ville majestueuse y serait construite un jour et que beaucoup de monde y convergerait, comme si l'animal était un signe de prospérité. Youri serait alors sorti de la forêt et se serait arrêté à côté d'une colline, sur laquelle se dressait une ville qui appartenait à Stefan Kutchko, un riche noble. C'est là que nous arrivons donc sur la partie intéressante. Ce dernier n'aurait pas accueilli le prince conformément au protocole, et Youri aurait donc ordonné qu'il soit arrêté et exécuté, ce qui fut fait d'ailleurs relativement rapidement. Sans procès, il fut amené directement au billot et la tête du riche noble Kutchko tomba après un coup net de hache, aspergeant une partie de la foule et Youri de son sang. Dénuée de seigneur, la ville tomba alors très rapidement dans les mains de Youri pour devenir plus tard l'actuel Moscou. C'est depuis lors, dans le quartier moderne de Sretenka, que le fantôme du fier noble à la tête tranchée apparaîtrait pour effrayer résidents et touristes du quartier. Et comme le disent les citadins superstitieux, Moscou se dresse dans le sang. L'architecte italien tué au Kremlin. Peu de temps après avoir épousé une certaine Sophie Paléologue, nièce du dernier empereur byzantin, le tsar Ivan III, a décidé de construire une magnifique cathédrale au Kremlin. Cependant, malgré tous les efforts et les talents de tous les architectes et bâtisseurs russes, à chaque fois au milieu de la construction de la cathédrale de Dormition, tout s'effondrait. L'archevêque de l'église orthodoxe, Philippe, appelé métropolite, opposant au mariage du tsar russe avec la nièce de l'empereur byzantin, y voyait un signe. Malheureusement pour lui, qui voulait certainement que ce projet soit abandonné, Sophie suggéra à son époux d'engager un architecte étranger puisque les Russes échouaient. Ce qu'il fit en 1475 avec l'architecte italien Aristotile Fioravanti, qui lui, contrairement à ses prédécesseurs russes, réussit à construire la grande cathédrale, et ce, sans effondrement. Selon la légende, Aristote fit d'ailleurs construire de nombreux tunnels et cachettes dans la cathédrale, pour que les ennemis n'apprennent jamais les secrets de son œuvre qui, en plus d'attirer bien des regards, soulevait les questions de technologie architecturale utilisées pour sa construction. Malheureusement pour notre architecte italien, Ivan III était légèrement paranoïaque de ses propres secrets, et il décida de sceller le destin de celui-ci. La construction achevée, Ivan III refusa l'accès à son domicile à notre Italien, et, voulant à tout prix conserver les cachettes secrètes, se devait même d'éliminer celui-ci, du moins selon la légende. L'architecte essaya bien de s'échapper en Italie, voyant son funeste destin arriver, mais sans succès. Il fut arrêté à la frontière par les milices et emprisonné dans la tour de Tainitskaya, la première tour du Kremlin.
Depuis, il ne fut plus jamais mentionné dans aucune chronique, mais des rumeurs affirment qu'il serait mort emmuré dans la tour. On assure que les dirigeants russes voient depuis lors le fantôme d'Aristote avant les événements horribles. Il aurait même harcelé notamment Vladimir et Lénine, puis Joseph Staline avant le début de la Seconde Guerre mondiale. Le détenu de la route de Vladimir. Il est maintenant question d'une histoire de vieille route. Autrefois, la route de Vladimir était empruntée par les coupables escortés depuis Moscou vers les terribles bagnes de Sibérie. On raconte qu'un jour, un convoi transportant un meurtrier dangereux qui avait tué un grand nombre de personnes est passé sur cette route et que le condamné n'aurait pas survécu au voyage. Une mort prématurée. Le convoi ne se serait même pas arrêté pour l'enterrer et on aurait laissé le corps sur le bas-côté, comme un déchet. Par conséquent, son âme n'aurait pas pu trouver la paix et continue donc à terroriser les vivants. Aujourd'hui encore, des conducteurs disent que tard dans la nuit, un homme bizarre apparaît au bord de la route, barbu, mal vêtu, ressemblant à un SDF. Il saluerait les voitures de la main, comme s'il voulait qu'elles s'arrêtent. Mais sa démarche serait particulière, comme si ses pieds étaient enchaînés à un lourd boulet qu'il traînerait derrière lui. Certains raconteraient même qu'il l'aurait vu tomber à plusieurs reprises avant de s'évanouir dans le brouillard. Il est vivement conseillé de ne pas s'arrêter s'il vous appelle, car il s'agirait du fantôme du cruel meurtrier laissé pour mort des années plus tôt. Cependant, si vous vous arrêtez, le fantôme s'approchera de la fenêtre et vous dira « Pardonnez-moi ». Ensuite, il vaudrait mieux pour vous dire « Dieu vous pardonnera » et partir rapidement, sans regarder en arrière. Car sinon, l'âme tourmentée du meurtrier réveillerait ses bas instincts et vous assassinerait violemment. Il va de soi que je vous conseille vivement de faire attention si vous traversez les routes de Sibérie. Le vieil homme radin de la rue de Myasnikaya. Cette histoire se serait déroulée durant la deuxième moitié du XIXe siècle chez les marchands du Kousovnikov de la rue Myasnikaya. Selon les sources historiques, un couple sans enfants y aurait vécu de 1843 à 1870 au 17e de la rue Myasnikaya. Ils étaient connus pour leur comportement bizarre et renfermé. La maison était décorée avec des symboles maçonniques, et une légende raconte qu'après avoir aménagé dans la maison, le couple aurait trouvé une cache maçonnique justement, dans une salle probablement remplie de trésors, et pris d'une peur paranoïaque et irrationnelle due à leur avarice, ils auraient même décidé de ne jamais avoir d'enfants. Bien évidemment, ils décidèrent aussi de ne garder que le personnel minimum de maison, afin que personne ne découvre leur découverte. Le couple avait tellement peur de perdre son capital qu'il ne quittait presque jamais la maison, une vie d'ermite. Une fois, ils seraient sortis pour un moment, et auraient donc caché toute leur richesse dans la cheminée. Seul le concierge serait resté pour prendre soin de la maison, sans rien savoir de tout cela. D'après la légende, quand le couple serait revenu, ils auraient vu que tout dans la cheminée aurait brûlé complètement. En effet, il faisait froid et le concierge qui avait décidé d'allumer le feu n'avait aucune idée de ce qu'il y avait à l'intérieur. La vieille femme Kousovnikova serait morte sur place et son mari serait devenu fou et serait mort peu de temps après. Les moscovites disent à notre époque que tard dans la nuit, on peut voir un vieil homme aux cheveux gris dans un manteau miteux approchant les passants et leur demander « Qui videl moi diengi ?» qui signifie « Il est où mon argent ?» Cette rencontre n'augurerait rien de bon. Ceux que le vieil homme radin approche perdront de grosses sommes d'argent et feront même faillite. Anecdote intéressante, il faut reconnaître que les rues de Moscou, notamment celle-ci, est actuellement une rue pavée de banques. Commerce qui prend beaucoup, mais ne rend jamais, me direz-vous. La femme vindicative du métro de Moscou. Il y a beaucoup d'histoires effrayantes autour du métro de Moscou, mais celle que je vais vous conter ce soir est particulièrement étrange. Peu de gens le savent, mais il serait dangereux de monter dans les wagons ordinaires de la ligne orange un jour de l'année donnée. La raison aurait pris le jour pour la première fois le 9 septembre 1999, quand 5 jeunes femmes assises dans la rame de métro numéro 26 498, tard dans la nuit, ont subitement perdu connaissance l'une après l'autre. Un passager a pu capter avec la caméra d'un appareil photo le reflet du visage d'une jeune femme apparaître dans la vitre. Faut-il préciser que personne ne l'avait vue à l'intérieur de la rame ? Après des recherches, il s'est avéré que le 9 septembre 1998, à la station VDNKH, une jeune femme a perdu connaissance et est tombée sous un train qui approchait. Depuis, ce serait elle qui apparaîtrait lors de l'anniversaire de sa mort et fait perdre connaissance aux passagers et plus particulièrement aux jeunes femmes. Continuons maintenant, car il y a beaucoup de choses à connaître,
Créatures ailées, morts mystérieuses, limousines à cornes, roulant à tombeaux ouverts dans les rues de Moscou, l'Union soviétique n'a jamais manqué d'histoires terrifiantes, racontées le soir venu. Le puits de l'enfer. Les légendes les plus durables comportent toujours une dose de vérité, et c'est encore mieux si celle-ci implique la science. C'est le cas de l'histoire d'une équipe de chercheurs et de géomètres qui se seraient rendus en Sibérie pour tester la présence de pétrole et d'autres ressources naturelles dans le terrain. Rien d'anormal, me direz-vous. Et pourtant, un jour, une machine de forage se serait mise à fonctionner de façon très étrange. Les compteurs de profondeur et de pression ont produit un ensemble de données absurdes et la température émanant aurait atteint plus de 1093 degrés. Un choc pour ces hommes de science qui savaient pertinemment que cela était impossible. Mais les bruits sourds provenant des tréfonds étaient encore plus angoissants. Se demandant s'ils indiquaient une activité tectonique quelconque, ils se sont réunis à un ensemble de micros et les ont descendus dans le trou. Ce qui avait commencé comme un bruit erratique a laissé la place à un gémissement faible et, alors que les scientifiques se penchaient vers les haut-parleurs, les microphones ont commencé à capter des cris, sans le moindre doute humains. Des milliers, voire des millions de voix hurlant dans une douleur éternelle. Les scientifiques les plus proches des haut-parleurs sont devenus fous et le projet entier a été annulé et classifié. L'expédition était venue pour chercher le pétrole, pas pour y découvrir un puits menant directement aux enfers. Cette légende est d'ailleurs très probablement basée sur le forage du puits de Kola, qui est actuellement le trou le plus profond du monde à plus de 12 000 mètres sous terre. Un grand sujet qui aura sa place sur un JTR dédié. La Volga noire. En règle générale, les légendes ont tendance à refléter les inquiétudes de l'époque. Et en voici une preuve. Dans les années 1960 et 1970, l'Union soviétique était à l'apogée de la guerre froide, les dirigeants du parti projetant une vision de la vie et de la prospérité différente de celle de l'Occident, accusé de matérialisme. Les symboles de la décadence et du luxe, comme posséder sa propre voiture, étaient une source d'envie et d'angoisse. Il n'est donc pas surprenant que les gens aient commencé à murmurer qu'un véhicule démoniaque terrorisait les quartiers de Moscou. La limousine noire en question était une Volga, célèbre marque soviétique, et on disait qu'elle filait à travers la ville à la recherche d'enfants à enlever. Des observations ont été signalées dans chaque quartier, mais personne n'aurait jamais vu son chauffeur. Il y eut des rumeurs selon lesquelles la voiture aurait été conduite par un groupe de nonnes, folles alliées, alors que d'autres disaient que le chauffeur était Satan lui-même. Finalement, les gens ont affirmé que les rétroviseurs de la Volga étaient en réalité des cornes. La légende est intéressante car elle a vu naître des angoisses spirituelles, voire même spiritueuses, et de références bibliques de faire surface, dans un état pourtant athée. Encore plus marquant, les voitures Volga noires n'étaient disponibles que pour les membres du parti, elles représentaient l'élite soviétique. Le thème de la disparition prend donc une résonance particulière dans ce contexte. Vérité ou affubulation, personne ne le sait et la voiture ne fut jamais vue plus tard. Rideau jaune et noir. Dans l'ancienne Union soviétique, où les acheteurs devaient généralement dépenser beaucoup d'argent pour rendre leur nouvel appartement habitable, la rénovation était un enfer. Il n'est donc pas surprenant que nombre de légendes effrayantes mènent en scène des meubles et des décorations d'intérieur, comme l'histoire qui va suivre. Si l'on en croit les on-dit, chaque ensemble de ces rideaux était sans le savoir mortel. Mais il y avait différentes façons de terrasser leurs victimes. Il paraît même que les rideaux noirs vous frôlaient doucement le cou si vous étiez seul dans une pièce. Un jour, une petite fille aurait affirmé les avoir remarqués et a pleuré pour appeler sa mère. Ennuyée par sa fille, la femme aurait promis de rester dans la chambre jusqu'à ce qu'elle s'endorme, prouvant ainsi qu'il n'y aurait aucune raison d'avoir peur de simples rideaux qui, en plus, lui avaient coûté les yeux de la tête. Mais malheureusement, lorsque la petite fille se serait réveillée le lendemain, elle se serait aperçue que sa mère aurait été étranglée dans la nuit. J'ai dit plutôt qu'il lui avait coûté les yeux de la tête. J'aurais peut-être dû dire la vie pour le coup. Pour rester dans les rideaux, il existe une autre légende, une variante, la légende des rideaux jaunes. L'histoire raconte qu'ils avaient été achetés par une famille et installés dans la chambre des enfants. Une nuit, un petit garçon qui y vivait aurait entendu l'ordre de se réveiller, de se laver le visage, de prendre son petit déjeuner et de regarder à l'extérieur par la fenêtre pour voir un membre de sa famille décédé. Ce n'est pas un ordre que l'on entendrait tous les jours quand on y pense. Ce faisant, une fois le petit garçon tout proche, les rideaux l'auraient attrapé et jeté par la fenêtre.
La nuit suivante, la même chose serait arrivée à sa sœur. La famille aurait recherché la femme qui leur avait vendu les fameux rideaux et on lui aurait dit que le seul moyen de se libérer de cette malédiction était de trouver un scalpel caché dans l'étoile au-dessus du Kremlin et de l'utiliser pour les couper. Personnellement, j'aurais eu une sérieuse explication avec la vendeuse qui m'aurait donc vendu des rideaux maudits, mais la famille en aurait fait autrement. Ils auraient demandé aux policiers locaux de le faire et auraient effectivement trouvé un scalpel à l'intérieur même de l'étoile. Lorsqu'un officier finit par accepter de couper les rideaux, ils auraient alors explosé en morceaux et disparu avec le couteau. Il va de soi que ces deux légendes sont des creepypastas et avec un point commun dont je n'ai pas parlé. Les deux mettent souvent en scène une grand-mère décédée bien avant le début de l'action, et naturellement, elle aurait toujours détesté les fameux rideaux de cette couleur. Pour ma part, ma grand-mère déteste le vert, et les rideaux de ma chambre sont verts. Peut-être que je devrais commencer à m'inquiéter. L'oiseau noir de Tchernobyl. Beaucoup d'entre vous ne sont pas passés à côté de la récente série télévisée et de ce succès monstrueux qu'HBO a signé avec Tchernobyl. Une série qui a rappelé au public le désastre des décennies après l'accident nucléaire. Mais si la tension insoutenable de la série provient des réalités scientifiques sous-jacentes à la crise nucléaire, certains affirment depuis des années qu'un autre ensemble d'événements paranormaux se serait bel et bien déroulé au même moment. Les survivants de Pripyat, la célèbre ville voisine qui a été évacuée par la suite, ont signalé une étrange activité survenue juste avant l'explosion du réacteur, en avril 1986. Pour ceux qui connaissent les dates, oui, nous parlons bien d'avant la catastrophe. Certaines personnes faisaient des cauchemars étranges ou recevaient des appels téléphoniques menaçants. Finalement, les habitants ont commencé à signaler l'apparition d'une étrange créature humanoïde avec des ailes et des yeux d'un rouge brillant. Certains ont affirmé qu'elle flottait au-dessus de la centrale pendant l'accident. La créature est finalement devenue comme l'oiseau noir de Tchernobyl. Ce qui rend tout cela étrange, c'est la similitude de l'histoire avec celle de l'homme papillon, une autre créature ailée aux yeux rouges qui aurait été vue avant d'autres désastres, comme l'effondrement du pont d'argent de Virginie occidentale, un événement qui a eu lieu le 15 décembre 1967. Certains affirment que ces deux êtres pourraient renvoyer à une seule et même entité qui semble seulement apparaître avant les grandes catastrophes causées par les humains et pourrait être chargée de nous mettre en garde contre nous-mêmes. À ce jour, rien ne semble prouver ou affirmer la présence de cette créature ailée. Comme je le disais en début d'émission, la Russie est riche de légendes et autres creepypastas. La preuve en est de toutes ces petites histoires que vous avez eu de conter aujourd'hui. C'est déjà la fin donc de cette émission. Si celle-ci vous a plu, bien évidemment, je vous invite à la liker et la partager et bien évidemment à commenter pour me dire ce que vous en avez pensé. N'oubliez pas non plus de cocher la petite cloche des notifications pour ne rien rater. Quant à moi, je vous dis à bientôt dans un prochain JTR.